Bonsoir à tous et bienvenue dans votre journal et merci à vous de commencer la semaine avec nous. Au sommaire de l'actualité, la grève générale qui prend un autre tournant cette semaine. Et pour en parler avec nous, Aboudou Moursali, délégué syndical CGT BFC. Bonsoir Aboudou. Bonsoir madame. Alors on a assisté aujourd'hui à un 4e jour de grève qui montre clairement la volonté des syndicats de se faire entendre coûte que coûte. Vous avez également été reçu cet après-midi à la préfecture par le préfet en personne. On verra s'il en est ressorti tout à l'heure avec vous. Avec nous également Chakila Youssouf. Bonsoir Chakila. Bonsoir. Alors vous Chakila, vous avez affronté la pluie, les intempéries et l'orage parfois même pour aller à la rencontre de ces familles qui chaque année à la saison des pluies sont victimes des intempéries, inondations, glissements de terrain ou encore caniveaux qui débordent font partie de leur quotidien. On en parle tout à l'heure avec vous. Mais d'abord, voici les titres de ce lundi 4 avril. Blocages, barrages et autres débordements semblaient inévitables. Ils ont bel et bien eu lieu dans une île bloquée par les manifestants avant même que le soleil ne se lève. La rencontre avec le préfet n'y aura rien changé et le mouvement est reconduit dès demain matin. Toutes les explications dans votre journal. Si les pluies qui s'abattent actuellement sur le territoire semblent relativement logiques pour une saison des pluies, les dégâts ne cessent d'effrayer. Éboulement, toit d'une PMI qui s'effondre en partie, le département n'est pas épargné, même si ce sont avant tout les habitants qui font les frais des erreurs du passé. Samedi, à l'occasion des 1 an du conseil départemental, un débat public a été organisé au sein de l'hôtel du département. L'occasion de former plusieurs groupes de travail pour des élus déterminés à faire évoluer la situation statutaire du département. Reportage à la fin de cette édition. Barrage, opération escargot, encore rotation de barges moins fréquente en soutien à la grève générale. L'intersyndicale avait prévenu, cette nouvelle semaine de mobilisation n'aura rien à voir avec les 3 premiers jours du mouvement. Plus déterminés que jamais, les syndicats sont prêts à tout pour se faire entendre et ce, quelles qu'en soient les conséquences. Explication avec Abbas Alidi et Adèle Laurent. Tsararano, Iloni, Doujani, Sada, Dzoumonié, Mtsapere ou encore Vaïbé. Très tôt ce matin, des barrages se sont montés aux 4 coins de l'île. Si certains ont été rapidement levés, d'autres se sont maintenus jusqu'en fin de matinée, comme c'était le cas pour Doujani et Dzoumonié. De quoi donner lieu à de vives tensions, même si certains manifestants ont tenu à s'expliquer sur l'utilité de bloquer la circulation. Le gouvernement fait la sourde oreille face à ces revendications, donc malheureusement les salariés et la population n'ont pas d'autre choix que de se faire entendre par ces voix-là. Si les choses n'avancent pas, la situation risque de ne pas pouvoir être maîtrisée. Nous, ça ne nous fait pas plaisir d'être sur la route, ça ne nous a jamais fait plaisir. Mais si on est là, c'est qu'on en a marre de la situation de Mayotte. Nous demandons le unique droit commun. On est là pour partager le droit commun. Maoulida, là c'est ce qu'on peut appeler un barrage tenu. Vous êtes assis sur la poubelle. Le préfet nous a mis à la poubelle, donc on reste à la poubelle. Ce barrage va durer combien de temps encore? Tant qu'on restera à la poubelle, eh bien on est à la poubelle. Des syndicalistes qui ont l'impression d'être méprisés par un gouvernement faisant la sourde oreille. Le préfet Seymour Morsi, voyant l'île paralysée de la sorte ce matin, a tout de même proposé une réunion avec l'intersyndicale. Celle-ci s'est tenue en début d'après-midi à la préfecture de Petite-Terre. Mais le syndicaliste Rivo Malala Rakoton-Dravelo n'était, avant sa rencontre avec le préfet, pas très optimiste quant à l'issue de cet entretien. Pour nous, l'objectif, c'est que tout le Mayotte se mette en action. C'est ce qui s'est passé de très bonne heure. Maintenant, ça a commencé à faire réagir la préfecture puisqu'il nous a demandé à nous recevoir. On y sera. Mais aujourd'hui, je reste convaincu qu'il n'a plus rien à nous dire. S'il y avait des choses à dire, il l'aurait dit avant le premier jour de grève. On avait 4 mois entre-temps pour faire évoluer les choses. Ça n'a pas eu lieu. Donc je ne pense pas que ce sera en continuant à nous mettre dans nos bureaux, à essayer de parloter avec l'administration qu'on fera bouger. C'est en étant dans la rue, c'est en passant en action, c'est en mettant tout le monde en action et c'est en faisant en sorte à ce que tout Mayotte soit en grève. Un appel à la cohésion qui pourrait, selon les syndicalistes, faire pression sur le gouvernement afin qu'il entende enfin cette grogne sociale qui ne cesse d'hausser le ton.
Et le ton est également monté entre manifestants et citoyens bloqués dans les embouteillages, car si beaucoup soutiennent le mouvement, les actions menées et notamment les blocages sont loin de faire l'unanimité. Alors dans cette ambiance électrique, les choses ont très vite tourné au vinaigre et comme souvent, certains en ont profité pour provoquer le chaos. Retour sur cette matinée des plus mouvementées dans ce reportage signé Abbas Alidi, Shakila Issouf et Adèle Laurent. Des embouteillages à perte de vue, débutés avant même que le jour se lève. C'est au rythme des différents blocages que la population s'est réveillée ce matin, même si pour certains, leurs problèmes d'un jour ne sont rien en comparaison du besoin d'égalité réelle. Je trouve qu'ils sont très courageux. J'ai été très surpris ce matin qu'il y ait la grève par un temps pareil après les pluies diluviennes qu'il y a eu. Voilà, et je leur tire vraiment mon chapeau. Au niveau de la grève, oui, on a raison de faire la grève. Parce que c'est vrai qu'il y a des choses qui ne sont pas bien. Moi, je ne me plains pas beaucoup, bien sûr, mais je sais qu'il y en a qui souffrent. Donc, ceux qui souffrent, on doit tous se mobiliser et être avec eux. Ils en ont marre, ça on le sait très bien, même nous aussi, et la population mahorais et les travailleurs. On en est aussi marre qu'on ne nous prend pas comme les autres départements français. On aimerait bien vraiment que, comme on le dit, on est département français, même si ça fait 5 ans, mais 5 ans c'est beaucoup. Les certaines personnes qui disent comme ça que 5 ans c'est pas beaucoup, ce n'est que le début, oui ce n'est que le début, mais être département français, on ne va pas attendre 50 ans ou bien 70 ans comme les autres départements. D'autres, comme le président des étudiants du centre universitaire de Dembéni, ne peuvent se solidariser avec ce mouvement, du moins sous cette forme. En effet, plusieurs examens ont dû être annulés ou reportés en raison des différents blocages. On comprend les revendications des syndicalistes, mais il faut savoir aussi que il y a plusieurs manières de faire grève. Je ne suis pas le mieux à même d'apprendre aux syndicalistes comment faire grève. On peut manifester, faire des revendications, mais pas forcément bloquer une île et son économie et sa jeunesse aussi. Ces blocages ne sont pas approuvés par bon nombre d'étudiants, tandis que pour certains, la colère était très vive ce matin et le ton est parfois monté d'un cran. Je suis complètement solidaire des syndicalistes. Le problème c'est que voilà, on nous fait passer par des endroits où on ne peut pas passer, on connaît les problématiques de Mayotte. À un moment donné, il faut juste essayer d'être un petit peu intelligent et essayer de comprendre que quand on est syndicaliste et qu'on est en grève, c'est pas l'emmerdement de la majorité par une minorité. La grève c'est quelque chose qui est construite, qui est organisée. Et on essaie de bloquer plutôt les gens qu'il faut bloquer et pas juste les personnes comme moi qui veulent aller travailler, qui ont des élèves à l'autre bout de l'île et qui faisant 45 minutes de route pour aller essayer de construire Mayotte. On n'en parlera pas au FR2, la petite île avec 330 km², c'est pas le problème Ouais. Il y a un rythme, le sénateur Mahorais il a bien expliqué, il y a un rythme, il y a un programme, il y a un échéancier. Vous voulez aller plus vite que la musique, après vous allez dire stop, ça va trop vite, allez dormir. Si en fin de matinée la plupart des barrages étaient levés, la circulation a pour sa part mis bien longtemps avant de se rétablir. Autant dire que dans les rangs de la population comme des grévistes, la rencontre avec le préfet était des plus attendues. Alors, 2 reportages sur la grève générale qu'on vient de voir à Boudou. On l'a vu, les avis sont mitigés. On a vu d'un côté de la population qui est pour le fond, c'est-à-dire ce que vous revendiquez, les revendications de l'intersyndicale, mais d'un autre côté, les désagréments. Alors, pour ce qui est des revendications aujourd'hui, qu'en est-il? Avez-vous obtenu satisfaction après votre réunion, votre rencontre avec le préfet? Donc, bonsoir Mahorais et Mahoraises. Tout d'abord, nous vous rappelons qu'on n'est pas là pour bloquer. On est là pour demander l'égalité. On est là pour demander des droits qui sont tout à fait légitimes. Mais on sait très bien que même en France, il a fallu faire la révolution pour qu'on arrive à une démocratie proprement dite. Donc on n'est pas non plus là pour faire la révolution, mais on est là pour revendiquer des droits. Donc en octobre-novembre, on a fait la grève. Il y a des missionnaires qui sont venus pour le code du travail, pour la retraite et reconstruction de carrière. Au jour d'aujourd'hui, pour commencer donc les résultats des entretiens cet après-midi, ce qui en ressort, c'est quoi? Le préfet n'a pas de... En fait, il n'a rien à nous dire.
Parce que pour commencer, le missionnaire sur le Code du travail, quand il est venu, il n'a rien vu sur l'application du Code du travail, mais il a juste voulu nous transmettre ce que lui, il voulait. À savoir, tout ce qui est droit des salariés, il n'y a rien qui a été présenté. Concernant la protection des salariés, il n'y a rien qui a été présenté. Donc on s'est dit, on rejette en bloc. Nous, ce que nous demandons sur le Code du travail aujourd'hui, c'est le Code du travail. On sait très bien qu'il y a beaucoup de codes qui sont appliqués à Mayotte et à l'intérieur de ces codes, il y a des aménagements. Donc pourquoi aujourd'hui le gouvernement ne ferait pas pareil, à savoir l'application du Code de travail à Mayotte et à l'intérieur de ce code, voir les articles sur lesquels il faut faire des aménagements, des amendements, tout ce qu'ils veulent dire, tout ce qu'ils veulent utiliser comme mot, revoir et négocier ensemble entre syndicats, salariés et patronat, et puis après transmettre éventuellement au gouvernement pour les lois ou les règlements ou tout ce qu'ils veulent mettre en place après. Concernant la mission sur la retraite et reconstitution du travail, je dirais que ce sont des bluffeurs. Ils sont venus juste en vacances à Mayotte parce que normalement, le 29 février, ils auraient dû faire le rapport. Un mois après, que dalle. Pour dire rien ne ressort de cette mission. Donc, encore une fois, demain, nous nous retrouverons sur les lieux que tout le monde connaît. En ce moment, donc, il y a du travail qui se prépare et demain, on verra les résultats. Alors Aboudou, clairement, on le voit en métropole, il y a beaucoup d'agitation en ce moment, des grèves notamment sur la réforme du Code du travail. Est-ce que vous n'avez pas l'impression que votre mouvement, aussi important qu'il soit pour Mayotte, pour les Mahorais, est-ce qu'aujourd'hui vous pensez vraiment que le gouvernement s'attardera, se penchera sur le cas de Mayotte, clairement? Sincèrement, il aurait fallu déjà que le préfet nous prenne au sérieux. Parce que c'est le préfet qui est représentant du gouvernement. Or, après plusieurs rencontres, rien n'a été fait de sa part. Lui-même, il a dit qu'il ne pouvait rien faire. On a rencontré la ministre du Travail n'a rien fait. Aujourd'hui, il y a une secrétaire générale, une secrétaire chargée de l'égalité sociale et je ne sais quoi pour les Outre-mer. Mais vu l'étendue des dégâts à Mayotte, je pense que la première des choses qu'elle aurait dû faire, c'est de venir à Mayotte. Jusqu'aujourd'hui, rien. Vous estimez que Mayotte est oublié? Mayotte est abandonné. Ce n'est pas oublié, abandonné. Donc, comme je l'avais dit l'année dernière, on n'est pas une France, mais aussi, il y a un membre éminent de Mayotte qui l'a écrit, nous sommes une souffrance. Parce que nous sommes abandonnés. Donc, nous sommes une souffrance. On est une souffrance, ça va en dessous de la France, mais aussi on souffre. Alors qu'est-ce qu'il faudrait, quel point phare il faudrait aborder avec notamment l'État pour que vous cessiez cette grève à Aboudou? Donc nous avons écrit au Premier ministre. Donc on attend sa réaction, on attend son retour. Merci beaucoup Aboudou. De toute façon, c'est un mouvement que nous suivrons bien évidemment dans les jours qui viennent. Merci. Et si la grève générale a causé de nombreux désagréments, que dire des pluies diluviennes qui se sont abattues sur les territoires ces dernières heures? Éboulements à Trévani, cratères sur les routes ou encore effondrement du toit de la PMI de Vaïbé. L'île n'a pas été épargnée, notamment les habitants qui pour certains vivent un véritable calvaire lorsqu'arrive la saison des pluies. Nous sommes allés à la rencontre de certains d'entre eux. Je vous propose d'écouter leurs témoignages dans ce reportage signé Shakila Essouf et Leslie Vimné. Pour cette famille vivant proche d'une rivière, à chaque saison des pluies, c'est la même rengaine. Il y a plusieurs semaines déjà, leur cours avait été complètement ravagé par les eaux boueuses. Depuis lors et avec ces nouvelles pluies, cette mère de famille espère toujours l'aide des élus de sa commune. Yatini batakesifanya yazia kesifanya tena hazi wakaja pia mtakaja na banu waja wa ta police municipal waja banu waja wa disasho kakila shitubani tuambia mbami sina sindu mabiante zetu za menyi hababo be magodoro wanangu akolalia kabanika sina shitu ya hulalia ukafirigo wabozi nduzo pia ukashtanda baboge nduzo pia zimenyi hakabasi tena sina shitu babo
Résidant dans des maisons en dur ou en tôle, tous ces administrés n'ont nulle part autre où aller et sont donc contraints de subir des dégâts toujours plus conséquents. Rawengi hunurangu juomro handra. Ubande na ubande tau komesa bubuni. Nyumba zosungia majimoni. Na babo warambi arwasu jortoa wa wasirvinga habi. Ilazimu wahiritoa. Wafanye ila digirta hebanir ketibo wahiritoa liloti dalau. Wasirikamba lina mrowo bemrowo timbi tatu uringilia shtandrani. Des centaines de familles vivent quotidiennement dans la peur d'être envahies par les eaux de pluie. Contacté par la rédaction, aucun interlocuteur des services municipaux de Mamoudzou n'a répondu à nos appels, aux grandes dames de centaines de riverains qui vivent les pieds dans l'eau. Alors Chakila, on le voit chaque année lors de la saison des pluies, c'est le même spectacle, malheureux, triste spectacle pour ces habitants qui subissent ces inondations et autres désagréments dus à la pluie et autres intempéries. Alors aujourd'hui, clairement, que se passe-t-il? Comment réagissent les autorités? Justement, là, nous, pour l'instant, on essaye d'avoir un contact avec la mairie, ceux qui sont les plus proches de la population. Mais silence radio, on a essayé de rentrer en contact pour voir, parce qu'on sait qu'ils sont partis sur le terrain faire un constat, pour avoir des chiffres, pour voir comment ils vont réagir. Et pour le moment, on n'a personne pour répondre à nos appels. Ce qui en dit, c'est qu'on voit dans ces reportages, que ce soit ce reportage ou les reportages qui sont passés précédemment, les familles sont en attente de solutions d'urgence, ce qui actuellement au niveau de la mairie, silence radio, enfin personne ne réagit, sachant aussi qu'ici à Mayotte, les services communaux d'action sociale ne fonctionnent pas, à part celui de Tingoni qui a été mis en place, il n'y a rien qui est fait au niveau du social à Mayotte. Et toutes ces familles, vous voyez dans quelles conditions elles vivent. Il y a de nombreuses familles et il y a un travail justement qui doit être fait pour justement compter le nombre de familles qui seraient peut-être demain avec ces fortes pluies, vont se retrouver dans la rue et réfléchir dès maintenant à des solutions d'hébergement, ce qui n'y est pas réfléchi actuellement au niveau de la mairie, sachant qu'ici, même pour héberger une population, on a quoi? On a deux gymnases sur tout Mayotte. Donc nous, en tant que journalistes, on se pose des questions, on va sur le terrain, on rencontre les gens, on essaye de voir avec les instances publiques qui doivent justement répondre aux besoins de la population, quelles solutions pourraient être mises en place justement pour informer la population, mais au niveau des interlocuteurs, si on n'a personne pour nous donner des informations, on ne peut pas rassurer la population. Alors là, vous nous parlez des solutions, Chakila, mais il y a aussi la phase qui est en amont, et celle de la prévention. Comment faire pour que ces situations ne se produisent plus? On sait aujourd'hui que les conséquences justement du réchauffement climatique et de tout ce qui se passe au niveau de l'environnement à Mayotte, c'est dû à l'homme. C'est l'homme qui l'a causé. Donc aujourd'hui, il faut aussi que les gens se posent aussi des questions par rapport à ça, pour changer de comportement. Et puis là, on peut voir aussi au niveau de ces pluies, tous les déchets qui justement vont se retrouver dans le lagon. Et ça ne va pas arranger les choses. Et les gens qui habitent justement aussi au niveau des pentes, en hauteur des villages, tout ça, il va y avoir des graves conséquences au niveau environnemental. Et à quel moment on va réagir? La question reste posée, que ce soit le changement de comportement de la population et que les réactions des services publics, la question reste posée. Alors on a également ces difficultés d'accès en cas de problème, Chakila. Justement, en cas de problème, les pompiers, dans des endroits comme on a vu, ne peuvent pas accéder pour venir en aide aux familles. Les familles aujourd'hui n'ont nulle part où aller. Donc ce soir, imaginons qu'il y a la pluie ou qu'il y ait des familles qui soient en danger. Comment vont intervenir les pompiers? On ne sait toujours pas. Voilà, c'est des questions qui doivent être répondues. Mais pour le moment, je n'ai pas l'impression que la commune se pose ces questions. Et pour répondre tout simplement aux inquiétudes des habitants, personne ne réagit. Merci beaucoup, Chakila. On continuera à suivre puisque la saison des pluies n'est pas terminée. On l'a vu avec les fortes pluies qui se sont abattues sur le territoire cette nuit. Et direction Cavani maintenant, où la colère gronde et pas qu'un peu. Hier matin, en effet, les habitants du quartier sont de nouveau descendus dans la rue, fermement décidés à faire bouger les choses. Entre 100 et 150 personnes ont ainsi pris part au cortège pour crier leur ras-le-bol contre les cambriolages qui ne cessent de se multiplier. En effet, dans la nuit de samedi à dimanche, plusieurs foyers ont encore
encore fait les frais de ces cambriolages, notamment dans le quartier de Manzarsoa. Cette fois, la coupe est pleine et pour nombre d'entre eux, l'heure de la riposte semble avoir sonné. Un reportage Pierre Bellucci, Patrick Millan et Leslie Limné. Otage d'une délinquance sans foi ni loi, voilà ce que ressentent tous ces citoyens en colère, à l'image de cet homme littéralement hors de lui. Nous ne respirons plus. Quand on voit tous ceux qui nous menacent, ceux qui nous volent, ceux qui nous agressent, ceux qui agressent nos gosses quand ils vont à l'école, et que nous n'avons pas le droit d'agir comme on devrait rendre la monnaie, soi-disant parce que c'est un pays de justice, c'est un pays de droit. Eh bien, je pourrais dire c'est un pays de merde. Excusez-moi du terme. J'en ai marre de constater tous les jours que voilà, il se passe des choses et que rien ne se fait. Tous les responsables qui, eux, devraient faire quelque chose, ne font rien, ne font que des beaux discours qui ne mènent à rien. Face à une situation qui ne fait qu'empirer, le point de non-retour semble cette fois avoir été atteint. Et certains envisagent aujourd'hui de violemment riposter. Nous, en tant que responsables, parents, on essaie de se voir, on essaie de lutter, on fait une marche pacifique pour essayer de dire stop. S'ils ont envie de se confronter à nous, eh ben là, c'est la population de Cavani qui va se confronter à eux. Avant-hier soir, on est venu, on patrouillait juste pour le quartier de Cavani. Ces jeunes hommes ont osé sortir des machettes et des barres de fer, des gros pierres et des couteaux. Ils sont venus vers nous pour nous menacer en faisant des gestes, en nous disant qu'ils vont nous tuer. Ça y est, on en a marre. Ça y est, c'est fini. Il faut que ça cesse maintenant. Il faut que ça cesse. C'est nos petits frères, mais maintenant s'ils veulent jouer à la guerre aux petits frères, aux grands frères ou aux vieux, eh bien, ça va partir comme ça. Œil pour œil, dent pour dent, une loi du talion qui fait craindre le pire, mais semble de plus en plus envisagée sur le territoire, donnant ainsi raison à tous ceux qui ne cessent de marteler que Mayotte est au bord de la guerre civile. Et je vous propose maintenant de faire un petit tour d'horizon du reste de l'actualité de ce lundi 4 avril. C'est tout de suite dans l'actualité en bref. Vendredi dernier, le scrutin pour l'élection du président de l'intercommunalité du Sud a pour la seconde fois tourné au véritable fiasco. L'élection a donc été annulée sans qu'aucune nouvelle date ne soit pour l'heure fixée. Mais alors que dans le Sud rien ne va plus, dans le Nord la situation vire également à la mascarade. Cette communauté de communes rassemble Kungu, Bandraboam, Tsamboro et Akwa pour un total de 38 conseillers. Hassan Ibam Kolo Sindou, le maire de Kungu, est candidat tout en étant également président du syndicat unique de ramassage des déchets de l'île, le Silevam 976. Il ne peut donc cumuler les fonctions et doit démissionner de ce poste pour devenir président de l'Interco du Nord. Refusant d'abandonner sa mission, aucune convocation n'a été envoyée alors qu'il ne reste que 10 jours pour constituer les bureaux et les budgets, faute de quoi les dotations de l'État s'envoleront. Une question demeure donc actuellement, la politique politicienne prendra-t-elle une nouvelle fois le pas sur l'intérêt général ? Réponse très prochainement. Une vidéo tournée le 23 février dernier circule depuis quelques jours sur les réseaux sociaux. Un passager empruntant une barge du STM y filme l'évacuation d'un liquide semblant être de l'eau souillée par des hydrocarbures. Une tache graisseuse se répand ainsi dans le lagon, augurant une pollution sauvage. Les images sont aussi choquantes qu'impressionnantes et remettent encore en question la procédure d'inscription du lagon au patrimoine mondial de l'UNESCO. Espérons néanmoins que la vidéo n'aura pas manqué d'alerter les autorités et que des mesures seront prises rapidement pour préserver un lagon de plus en plus maltraité. Dans la nuit du 30 au 31 mars, le magasin Doukabe de Kanikeli a été victime d'un cambriolage. Le rideau de fer a été fracturé par des malfrats qui ont ainsi mis la main sur un important butin. Du côté des habitants, c'est la consternation, la localité ayant été jusqu'alors quelque peu épargnée par le phénomène délinquant. Tous découvrent aujourd'hui qu'il n'existe plus d'endroits épargnés sur l'île, et certains se posent désormais cette question, si les rideaux des magasins ne résistent pas, que valent alors les portes en bois des particuliers ? Décidément, vraiment plus personne n'est à l'abri de la délinquance. En témoignent les cambriolages à répétition des particuliers, des entreprises privées, de l'aéroport de Pamandzi ou encore de Kwezi il y a 3 semaines. Mais dans la nuit de dimanche à lundi, les délinquants ont franchi un nouveau palier. En effet, ils se sont attaqués à la préfecture de Grande-Terre, dérobant ainsi une poignée d'ordinateurs.
Et ce samedi, à l'occasion du premier anniversaire de son installation, le conseil départemental organisait une matinée d'échange. Et parmi les sujets évoqués, la constitution d'une délégation d'élus chargée de rapporter les doléances de la population au Premier ministre le 26 avril prochain. Un rendez-vous des plus importants pour les Mahorais, donc, raison pour laquelle le président Swabadine Ibrahim Ramadani a appelé les uns et les autres à s'unir afin d'œuvrer ensemble pour le bien de l'île au lagon. Reportage avec Ila Souf et les De nombreuses fois, les élus du 101e département se sont rendus individuellement à Paris pour porter les revendications de la population. Toujours revenus bredouille, bon nombre souhaitent aujourd'hui s'unir, notamment sur la question de l'évolution statutaire du département, à l'image du sénateur Tani, très actif sur la question. Le Sénat représente les collectivités. Parmi ces collectivités, non seulement les communes, mais le conseil départemental, bientôt les communautés de communes. Si ces collectivités ne s'entendent pas, les représentants mahorais au Sénat auront des difficultés à faire entendre une voix divergente. Et encore une fois, il ne s'agit pas de gommer les différences par rapport aux partis et aux couleurs politiques, mais c'est sur des sujets essentiels, notamment la fiscalité, notamment l'évolution institutionnelle. L'hémicycle Younoussa Bamana avait fait le plein samedi suite à une offre du gouvernement. 2 groupes de travail se sont mis en place, l'un pour plancher sur la fiscalité locale, l'objectif étant de formuler une proposition à Paris pour 2017 concernant cette imposition confiscatoire pour les Mahorais. Et quant au deuxième groupe de travail, celui-ci va s'attacher à travailler sur l'évolution institutionnelle de Mayotte. C'est bien sur ce deuxième sujet que Thomas Msaïdié, maître de conférence en droit public au CUF de Dambéni, voulait apporter son éclairage. Tout à l'heure, on a parlé d'une évolution institutionnelle. Je disais que le statut de collectivité unique est satisfaisant et me semble avoir beaucoup de vertus qu'il faut exploiter, qu'il faut absolument exploiter. Et donc, ne pas se précipiter en voulant changer de statut pour adopter un autre statut. Il faut revoir le fonctionnement même de l'institution, des institutions, donc faire une sorte d'approfondissement institutionnel, revoir une évolution organisationnelle, institutionnelle. Après plus de 2 heures de débats intéressants et riches, les représentants du conseil départemental ont tenu une conférence de presse. L'occasion pour le président Swabadine Ibrahim Ramadani de revenir sur les inégalités statutaires qui règnent encore et toujours à Mayotte. L'appellation elle-même de Mayotte, c'est une assemblée unique appelée département, exerçant les compétences dévolues au département et à la région. Dans l'appellation, il y a un double problème. Le premier, c'est qu'on est une assemblée unique, mais réduite au département. Ce qui suppose que la casquette régionale n'apparaît pas, puisque dans l'idée de l'assemblée unique, vous avez les 2 compétences. Quand vous limitez cette assemblée unique à l'une des composantes, à l'une des compétences, qui est le département, elle est quelque peu trompeuse. Voilà. C'est pour ça que nous avons souhaité une dénomination plus claire. Le 26 avril 2016, une rencontre aura lieu entre les élus de Mayotte et le Premier ministre à Paris. Une rencontre au sommet dont certains attendent déjà beaucoup. Et c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Une édition à retrouver en rediffusion sur notre site l'infocoesi.fr et sur notre page Facebook. Et comme chaque lundi à 20h, ne ratez pas votre rendez-vous sportif Casport. Et puis demain, dès 6h, retrouvez Patrick Millian et toute son équipe dans la matinale. Excellente suite des programmes à vous sur KTV.